Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les misères de Londres de L'enfant perdu par Ponson du Terrail. Première partie, le quartier des voleurs. Chapitre -1. L'homme gris avait dit vrai. Ni lui, ni Shocking, ni l'Irlandais en guenilles n'avaient pu retrouver Ralph. Qu'était donc devenu le petit Irlandais? L'enfant, après avoir sauté dans le jardin, n'avait pas hésité une minute. Il avait couru à cet arbre qui, durant toute la journée, avait été l'objet de sa préoccupation, et qui montait au long du mur. Puis il s'était mis à grimper autour du tronc, jusqu'à ce qu'il fût parvenu aux branches. Là, il s'était arrêté un moment pour s'orienter. Il voyait par-dessus le mur. De l'autre côté de ce mur, il y avait un terrain vague entouré d'une palissade en planches. À gauche et à droite, il y avait des toits de maisons. Montant d'une branche dans l'autre, l'enfant gagna le mur et s'y établit à califourchon. Puis il mesura le saut qu'il avait à faire, pour arriver dans le terrain vague. Le mur était élevé à une vingtaine de pieds du sol, et de l'autre côté, il n'y avait ni arbre ni rien qui pût lui permettre d'amortir sa chute. Ralph eut un moment de désespoir. Lui faudrait-il donc reprendre le chemin qu'il avait déjà pris, et rentrer dans sa prison? Tout à coup, il entendit du bruit. Son effroi redoubla. De l'endroit où il était, il voyait par-dessus le toit de Mistress Fanoche, et par conséquent le devant du jardin. Malgré l'obscurité, Ralph aperçut 3 hommes qui entraient par la grille. Il en vit 2 qui renversaient le 3e à terre, et ce spectacle, on le pense bien, n'était pas de nature à calmer sa frayeur. C'était l'homme gris et son complice, qui appliquaient un masque de poids sur le visage de Lord Palmure, et se débarrassaient de lui. Ralph eut envie de sauter dans le terrain vague, mais l'instinct du danger l'en empêcha encore. Le couronnement du mur était à plat. L'enfant se dressa, et se mit à marcher dessus. Il arriva ainsi à l'un des 2 toits. Un saltimbanque ne se fût pas mieux tiré de ce périlleux voyage. Parvenu au bout du mur, il monta sur le toit. Mais ses yeux ne perdaient pas de vue la maison de Mistress Fanoche, dans laquelle les 2 hommes étaient entrés. À force de rôder sur le toit, il découvrit une ouverture. C'était une de ces croisées dites à tabatière, qu'on perce dans les mansardes. Il eut bonne envie de se glisser par cette fenêtre et de pénétrer dans la maison, mais la peur d'être découvert, arrêté par les habitants et reconduit à Mistress Fanoche, le fit hésiter encore. Soudain un nouveau bruit se fit dans le jardin de cette dernière. En même temps une lumière apparut à la fenêtre de la chambre que Ralph venait d'abandonner, et l'enfant entendit des cris auxquels se mêlait la voix aigre de Mistress Fanoche. On venait de s'apercevoir de sa fuite. Cette fois le petit Irlandais n'hésita plus, et il se laissa couler par la croisée de la mansarde. Il se trouva alors dans une étroite chambrette, dépourvue de tout meuble, et dont la porte était ouverte. Ralph franchit le seuil de cette porte et trouva un escalier. Ses petites mains s'accrochaient à la rampe, et il descendit. Où allait-il? Peu lui importait, pourvu qu'il échappât à Mistress Fanoche et à la terrible Écossaise. La maison paraissait déserte. On n'y voyait pas de lumière, on n'entendait aucun bruit. L'enfant descendait avec une telle précipitation, qu'il fit un faux pas, et se heurta à la rampe. C'était faire assez de bruit, pour amener dans l'escalier les hôtes de la maison. Ralph s'arrêta tout tremblant et durant quelques minutes, il n'osa bouger. Mais personne ne vint. Hampstead, nous l'avons dit déjà, est peuplé de maisons de campagne qui demeurent inhabitées en hiver. Celle-là était de ce nombre. Rassuré, l'enfant continua à descendre dans l'obscurité. Quand il fut au bout de l'escalier, il devina plutôt qu'il ne vit, un vestibule, et au bout de ce vestibule une porte sous laquelle passait un rayon de clarté blafarde. Il alla vers cette porte, mais elle était fermée. Alors l'enfant se mit à tourner dans tous les sens, ses yeux s'habituaient peu à peu aux ténèbres, et il voyait assez distinctement les objets qui l'entouraient. Après la porte, il trouva une croisée. La terreur qu'il éprouvait en pensant que Mistress Fanoche et des hommes qu'il ne connaissait pas, étaient à sa recherche, doubla sa force et son énergie. Après bien des efforts et des tâtonnements, il parvint à ouvrir la croisée.
Elle donnait sur une petite cour. Cette cour était fermée par une grille, mais cette grille n'était pas élevée et Ralph, ayant sauté dans la cour, résolut de l'escalader. De l'autre côté de la grille, il y avait une rue. L'enfant se mit à grimper le long des barreaux, qui se terminaient en fer de lance. Il parvint au couronnement, non sans se blesser et sans ensanglanter ses petites mains. Il prononça le nom de sa mère pour se donner du courage, et sauta dans la rue. Il tomba sur les genoux et se meurtrit. Mais que lui faisait maintenant la douleur? Il était libre. Et il se mit à courir droit devant lui. Désert ou non, un faubourg de Londres est éclairé au gaz avec une rare munificence. De 6 heures du soir au matin, c'est la fête de l'hydrogène qui tient ses assises sur un parcours de 25 lieues carrées. On avait amené Ralph endormi à Hampstead. Il lui était donc impossible de savoir qu'il se trouvait à plus de 3 milles de distance de cette maison dans Dudley Street, où Shocking l'avait conduit avec sa mère. Au bout de la rue qu'il venait de suivre, il trouva une grande artère qu'il crut reconnaître pour une de celles qu'il avait parcourues avec elle. À Londres, toutes les rues se ressemblent. Il enfila donc cette grande voie, où les passants et les voitures étaient plus rares que les becs de gaz. C'était Hampstead Road. Il marcha longtemps, sans s'apercevoir que ses mains et ses genoux saignaient. Au bout d'une heure, il crut voir sur sa gauche une rue qui ressemblait à Dudley Street, et il y entra. Celle-là était plus étroite que Hampstead Road, mais elle était plus éclairée, plus animée, et il y avait une longue file de boutiques. Comme l'enfant ne savait pas le nom de la rue où on l'avait conduit avec sa mère, il ne pouvait pas demander son chemin. À la morne solitude d'Hampstead Road, avait peu à peu succédé la vie bruyante de Londres. Maintenant il était sur King Street, Camdenton. Il marcha encore, il marcha toujours, tantôt mourant sur ses pieds, tantôt ayant une lueur d'espoir et croyant reconnaître le square Saint-Gilles ou la place des 7 cadrans, puis entrant dans les rues adjacentes, à droite et à gauche, et tournant souvent sur lui-même. Cela dura 4 heures. Au bout de ce temps, le pauvre enfant n'était pas plus avancé qu'au moment où il avait quitté le jardin de Mistress Fanoche. Alors le désespoir le prit, et vint en aide à la lassitude. Il s'assit sur la marche d'une porte à demi perdue dans l'ombre, et se mit à pleurer. La foule est indifférente partout, mais plus encore à Londres. 100 personnes passèrent devant ce petit malheureux qui sanglotait, et ne le regardèrent même pas. Cependant une femme passa à son tour. Elle s'arrêta, contempla Ralph, lui mit la main sur l'épaule et lui dit « Qu'as-tu donc, mon cher mignon ?» L'enfant leva la tête, et envisagea celle qui lui adressait la parole d'une voix douce et compatissante. Elle était jeune, elle était mise simplement comme une fille du peuple. Elle était belle, et il sembla à l'enfant qu'elle ressemblait à sa mère. Il redoubla ses sanglots. « Tu es perdu, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Je cherche maman, dit l'enfant. Comment s'appelle-t-elle, ta mère ? Jenny. Tu es irlandais ? Oui, madame. Et l'enfant pleurait toujours. Moi aussi, dit-elle, et je me nomme Susanna. Veux-tu venir avec moi, je t'aiderai à retrouver ta mère ? Il la regarda encore, et son œil exprimait une certaine défiance. Viens donc, mon mignon, reprit-elle. Il ne sera pas dit que Susanna l'Irlandaise, la plus belle fille de Brock Street, aura laissé un enfant de sa nation mourir de froid et peut-être de faim. Et elle prit l'enfant par la main, avec une douce insistance. Fin du chapitre. Chapitre -2. Il n'y a pas de fortification à Londres comme à Paris, pas de portes, pas de grilles affectées à l'octroi. L'octroi n'existe pas. Londres ne finit pas, comme disent les gens du peuple. À part la cité proprement dite, tout le reste est ce qu'on appelle l'agglomération. Cela explique comment le petit Irlandais avait quitté Hampstead, et était revenu dans Londres sans s'en douter. Après avoir erré dans King Street, il avait fini par tomber dans Niegg Street, et c'était sous le porche d'une maison de Gloucester Place, que l'Irlandaise Susanna l'avait trouvé. Il fit bien un peu de résistance tout d'abord, mais la jeune femme le regardait avec des yeux si doux, elle lui parlait d'un ton si affectueux, qu'il finit par céder. « Vrai, dit-il. Vous êtes irlandaise ? Je suis né à Cork, mon mignon. Et vous m'aiderez à retrouver ma mère ?
Si elle est irlandaise, ce sera facile. Ah, fit-il en la regardant encore. Elle eut un sourire triste. Tous les Irlandais sont malheureux, dit-elle, et même à Londres, tous les malheureux se connaissent. Bien sûr, madame, vous ne me trompez pas? Non, mon enfant. Et elle l'embrassa, puis elle lui dit encore. Mais où demeure-t-elle, ta mère? Dans quelle rue? L'enfant n'avait retenu qu'un nom, Saint-Gilles. Ce n'est pas une rue, dit-elle, c'est une église. C'est toujours par là, dit Ralph. Eh bien, nous irons à Saint-Gilles. Si tu cherches ta mère, dit-elle, il est probable que ta mère te cherche aussi. Cette pensée illumina l'esprit de l'enfant. Oh! Oui, dit-il. Et poursuivit Susanna, elle ira demain à Saint-Gilles. Demain? Fit l'enfant, pourquoi pas ce soir? Mais mon mignon, dit Susanna, parce que les églises sont fermées à cette heure. Les enfants raisonnent avec une logique rigoureuse, ce que lui disait cette femme lui parut juste. Il essuya ses larmes, mais il poussa un profond soupir en murmurant. Demain, comme c'est long. Mais non, dit-elle en souriant, tu ne sais donc pas qu'il est minuit? Tout en parlant, ils avaient fait un bout de chemin, se dirigeant toujours vers le sud. Les rues devenaient plus éclairées, plus bruyantes. Dans certains quartiers excentriques, Londres est plus animée la nuit que le jour. Susanna marchait doucement, pour ménager les petites jambes de Ralph. Arrivée devant un marchand de comestibles, elle lui dit. « As-tu faim? Veux-tu manger? » Non, dit l'enfant. Ils continuèrent leur route. Ils étaient maintenant dans une large rue, qu'on nomme Gresham Road. La foule nocturne devenait plus compacte. Plusieurs hommes abordèrent Susanna, et lui tinrent des propos que l'enfant ne comprit pas. Elle les repoussa. Un autre lui dit. « Tu fais bien la fière, aujourd'hui. » Susanna répondit. « Aujourd'hui, je suis mère de famille. » Et elle continua son chemin. Quelques pas plus loin, elle fut abordée par un autre, un homme d'assez mauvaise mine, qui l'appela par son nom. « Quoi de nouveau, Susanna? » lui dit-il. « Rien. »« Comment va Bulton? »« Je ne sais pas, voici 2 jours que je ne l'ai vu, dit-elle. » Et sa voix subit une légère altération. « Serait-il bloqué? » « Je ne sais pas, mais j'en tremble. »« Tiens, qu'est-ce que ce mioche? » Un pauvre enfant perdu qui pleurait sous une porte. L'homme regarda Ralph, et Ralph éprouva un sentiment de répulsion instinctive. « Il est gentil, dit cet homme, une jolie graine de pickpocket. »« Merci, dit Susanna, j'espère bien que ça ne lui arrivera pas. »« Et pourquoi donc? »« Parce que demain, je le ramènerai à sa mère. » L'homme haussa les épaules. « Tu serais joliment battu, si Bulton t'entendait parler comme ça, dit-il. »« Bonsoir Susanna. »« Bonsoir Craven. »« Oh! Madame, dit Ralph comme il s'éloignait, quel vilain homme, et comme il a l'air méchant. » Susanna ne lui répondit pas. Ils marchèrent encore et arrivèrent ainsi au bout de Gray's Lane, qui est perpendiculaire à une autre grande artère appelée Holborn, qui n'est elle-même que la continuation d'Oxford Street. Là, Susanna s'arrêta un moment. Elle paraissait inquiète et jetait autour d'elle des regards furtifs. On eût dit qu'elle cherchait quelqu'un. Enfin un homme, qu'elle reconnut sans doute, vint à passer. Susanna, tenant toujours l'enfant par la main, s'avança vivement vers lui. « Tiens, dit celui-ci en s'arrêtant, c'est toi Susanna? »« Oui. »« As-tu vu Bulton? Voici 3 jours et 3 nuits, que je suis sans nouvelles. Il a nourri une bonne affaire, et je crois que c'est pour cette nuit. »« Ah, dit la jeune femme. Alors il n'est pas pris? » Il ne l'était pas ce matin, toujours. Susanna respira. « Merci William, dit-elle. Bonsoir. Tu rentres? » Oui. Les affaires sont-elles bonnes? Comme ça, dit Susanna. Les gentlemen font coudre leurs poches maintenant. Tiens, tu as donc un mioche à présent? C'est un petit Irlandais qui ne sait où coucher. Je l'emmène chez moi, et je le rendrai demain à sa mère. Ces derniers mots rassurèrent Ralph. Il ne résista pas à la douce pression de la main de Susanna, qui continua son chemin en l'entraînant. Après avoir fait quelques pas dans Holborn,
Susanna prit tout à coup à gauche et entra dans une rue étroite, bordée de misérables maisons, et qui était encombrée d'une foule de gens à mine patibulaire. Mais l'enfant tombait de fatigue et de lassitude, et il ne remarqua plus rien, à partir de ce moment. Sa conductrice s'arrêta devant une des plus chétives maisons de la rue, tira une clé de sa poche, ouvrit la porte et l'enfant se vit au seuil d'une allée noire. « N'aie pas peur, lui dit Susanna, et viens avec moi. » Au bout de l'allée, ils trouvèrent un escalier, montèrent au second et Susanna ouvrit une nouvelle porte. Puis, elle se procura de la lumière. Alors Ralph vit un réduit assez misérable, dans lequel il n'y avait que 2 chaises et un lit. Sur une table, il y avait une assiette, couverte encore des débris d'un jambonneau, auprès d'un morceau de pain et d'une carafe dans laquelle se trouvait un reste de bière brune. « Vrai ? Dit Susanna, tu n'as pas faim. » Non, madame. Veux-tu dormir ? Je veux bien, répondit-il, si vous me promettez que demain vous me reconduirez à ma mère. Je te le promets. Alors l'enfant s'étendit de lui-même sur le lit, et s'endormit. Mais si profond que fût son sommeil, il en fut tout à coup tiré par un grand bruit. Un pas lourd, aviné, s'était fait entendre sur l'escalier, puis la porte s'était ouverte et Susanna avait jeté un cri de joie. Alors, à la lueur de la chandelle qui brûlait toujours sur la table, l'enfant éveillé en sursaut vit Susanna se jeter au cou d'un homme de haute taille portant une barbe épaisse. « Ah, te voilà, disait-elle, te voilà, mon bien-aimé, je t'ai cru mort. » L'homme eut un rire sinistre et embrassa Susanna. En même temps, le petit Irlandais se prit à frissonner, car il s'aperçut que cet homme avait les bras nus, et que l'un de ses bras était couvert de sang. Fin du chapitre. Chapitre -3. L'homme aux bras rouges de sang n'avait pas encore aperçu Ralph. Quant à Susanna, elle paraissait l'avoir complètement oublié. L'enfant tout tremblant, n'osait bouger et retenait son haleine. « Mon Dieu, disait Susanna, comme j'ai eu peur pour toi mon bien-aimé. » Bulton, car c'était bien l'homme dont la jeune femme avait parlé dans la soirée, Bulton s'essuya le front. « Ah, dit-il, l'affaire a été rude. Un moment nous avons failli être pincés, et je me suis dit, je ne reverrai plus ma petite Susanna. Mais ce n'a été qu'une alerte. Et le coup a réussi ? Regarde. » En même temps, cet homme tira de sa poche un gros sac, qu'il jeta sur la table qui s'ouvrit en tombant. Une profusion de pièces d'or s'en échappa. « Oh ! Que de guinées, dit Susanna. Puis tout à coup, elle pâlit et étouffa un cri. « Du sang, dit-elle, du sang. »« J'en ai plein ma veste et ma chemise, » répondit tranquillement Bulton. « Vous avez assassiné le vieillard, malheureux, » fit Susanna avec une expression d'horreur. « Non, dit Bulton. Je t'avais promis de ne pas verser de sang, et quand je promets quelque chose à ma petite Susanna, je tiens toujours ma parole, sauf le cas de force majeure, bien entendu. » Et Bulton embrassa de nouveau Susanna. « Mais quel est donc ce sang ? » demanda-t-elle toute frissonnante. « Voici ce qui s'est passé, » répondit Bulton. « La maison que nous avons dévalisée est, comme tu le sais, au milieu des champs. Nous avions garrotté le vieux qui y vit seul, après lui avoir mis le bonnet de laine, afin qu'il ne pût pas nous reconnaître. Nous avions trouvé l'or, et nous le partagions tranquillement, lorsque nous entendons du bruit. C'était une ronde de police. Tandis qu'elle arrivait par la cour, nous avons pris la porte du côté du jardin. J'ai escaladé le mur le dernier. En ce moment, je me suis senti saisi par les jambes, et il m'a fallu retomber dans le jardin. Un policeman plus grand et plus fort que les autres avait devancé ses camarades, et il me serrait au cou en criant. « À moi, j'en tiens un. » Il fallait être pris, ou verser du sang. Les autres policemen arrivaient. Je lui ai planté mon couteau dans la poitrine, il est tombé, et je me suis sauvé. Ralph, frémissant d'horreur, avait entendu tout cela, mais il ne comprenait que vaguement. Seulement, l'aspect de Bulton avait quelque chose d'effrayant pour lui. Cet homme était jeune cependant, et d'une beauté mâle et farouche. On comprenait qu'il eût subjugué le cœur d'une femme tombée comme l'Irlandaise Susanna. Mais pour cet enfant de 10 ans, avec sa barbe inculte, son œil féroce, sa voix retentissante, il était réellement effrayant.
Ralph eut si peur même, qu'il regretta le fouet de Mary l'Écossaise et la maison de Mistress Fanoche. Susanna regardait Bulton, et tout en le regardant, elle comptait l'or répandu sur la table. Tout à coup le bandit se retourna, vit l'enfant sur le lit et s'écria. « Tonnerre, qu'est-ce que c'est que ça ?» L'épouvante de Ralph était si grande, qu'il ferma les yeux et fut assez maître de lui-même pour faire semblant de dormir. « Ça, dit Susanna, qui eut tout à coup un accent suppliant, c'est un pauvre enfant que j'ai trouvé dans la rue. »« Ah ! Il avait froid, il pleurait. »« Et tu l'as embauché ?» ricana Bulton. « C'est un petit Irlandais, je suis Irlandaise aussi, moi, et j'ai eu pitié de lui. »« En vérité, tu es une fille de cœur, ma chère, ricana Bulton. » Et il fit un pas vers le lit. Susanna le prit par le bras. « Ne lui fais pas de mal, dit-elle. Vois comme il est gentil. Il dort. »« Il est gentil en effet, dit le bandit, et qu'en comptes-tu faire ? » Je l'emmènerai demain avec moi dans le quartier irlandais, aux environs de Saint-Gilles. Bon. Et nous tâcherons de retrouver sa mère. Ah, fit encore Bulton. Susanna respira. Elle avait craint sans doute d'être battue, car elle sauta de nouveau au cou du bandit et lui dit. Oh ! Tu es bon, vois-tu, et je t'aime. Mais nous n'allons pas dormir tous les trois dans le même lit, dit Bulton. Non, certes, répondit Susanna, et il va falloir réveiller le pauvre petit. Elle s'approcha du lit et toucha Ralph. Ralph ne dormait pas. Cependant il avait un peu moins peur depuis que Bulton n'avait point paru s'opposer à ce que Susanna le reconduisît à sa mère. Il ouvrit les yeux, et fit semblant de s'éveiller. « Ce monsieur que tu vois là, dit Susanna, est mon mari, il ne te fera pas de mal, n'aie pas peur, mon enfant. » Ralph leva ses grands yeux sur Bulton. « Il est gentil en effet ce môme-là, dit le bandit. Et tu veux le reconduire à sa mère ? » Certainement. Nous ferions bien mieux de le garder. L'enfant frissonna des pieds à la tête. Non, non, dit Susanna avec énergie, il doit être honnête, il ne sera pas dit que ce sera moi qui l'aurai jeté dans la fange où nous sommes. Bulton eut un éclat de rire. Tu es vertueuse ce soir, Susanna, dit-il. Elle baissa les yeux, et ne répondit pas. Pourtant, continua Bulton, ce petit-là pourrait nous rendre de fameux services. Jamais, dit Susanna. Une colère subite s'empara du bandit. Ah, tu me résistes, dit-il. Oui, répéta Susanna. Tu me résistes, malheureuse ? Et il leva la main. Batte-moi, dit Susanna, si cela te plaît, mais je ne veux pas faire de cet enfant un homme comme toi. Bulton eut un ricanement de bête fauve. Par Saint-Georges, dit-il, je crois qu'elle ose me mépriser. Il se passa alors une chose inattendue. Comme le bandit allait frapper Susanna, Ralph, qui se tenait immobile et tremblant au pied du lit, qu'il avait quitté sur un signe de l'Irlandaise, Ralph vint se placer résolument devant elle, et la couvrit de son corps. Le sang du lion avait parlé, l'enfant s'était senti subitement le courage d'un homme. Or, le courage aura toujours une action directe, exercera toujours un prestige instantané sur les natures à demi sauvages. En présence de cet enfant qui osait le regarder en face, Bulton se calma tout à coup. « Par Saint-Georges, exclama-t-il, voilà un hardi petit compagnon, tu es gentil mon mignon, et je ne battrai pas Susanna puisque tu veux la défendre. » En même temps, il voulut embrasser l'enfant qui recula. « Il est fier, dit Bulton en riant, c'est bien ça. » Puis, il embrassa Susanna. La jeune femme le regarda avec cet œil soumis et passionné de la créature, qui redoute son maître. « Tu te fais toujours plus méchant que tu n'es, » dit-elle. « Mon mignon, » dit Bulton qui passa ses doigts robustes dans les cheveux blonds de Ralph. « Nous ferons ce que tu veux et ce que veut Susanna, nous te ramènerons demain à ta mère. » Et la voix du bandit était devenue presque caressante. L'enfant le regarda avec défiance. « Je te le promets, moi, dit Susanna. » Puis elle retira un matelas de son lit, et le porta dans un coin de la chambre. « Viens te coucher là, dit-elle. » Quand l'enfant fut endormi, Bulton dit à Susanna en lui parlant à l'oreille. « C'est le diable qui nous envoie cet enfant. »« Que veux-tu dire » fit-elle.
Grâce à lui demain, à pareille heure, nous aurons 10 fois plus d'or que tu n'en as eu ce soir. Bulleton, dit Susanna d'un ton de reproche, je t'ai dit que je ne voulais pas perdre cet enfant. Ne te fâche pas, dit le bandit, et écoute-moi, tu verras. Cette fois Ralph dormait tout de bon, et le bandit put à loisir faire ses confidences à Susanna l'Irlandaise. Fin du chapitre. Chapitre -4. Bulleton colla ses lèvres à l'oreille de Susanna. Ils étaient côte à côte, et l'obscurité la plus profonde régnait dans la chambre. On n'entendait que le bruit paisible et régulier de la respiration du petit Irlandais qui dormait. Vois-tu, dit alors Bulleton, j'ai idée d'en finir d'un coup. Que veux-tu dire? Un jour ou l'autre on me prendra, et j'irai danser les pieds dans le vide devant Newgate ou devant Clerkenwell. Tais-toi, ne parle pas ainsi. Tu me fais mourir par avance, murmura Susanna qui l'étreignit avec passion. Cela arrivera tôt ou tard, te dis-je. Tais-toi, au nom du ciel. Le bandit eut un ricanement. C'est précisément parce que le ciel existe, que cela arrivera, te dis-je. Cependant, si nous avions seulement 1000 livres sterling. Eh bien? Peut-être échapperais-je à mon sort, peut-être pourrions-nous être heureux. Heureux, murmura Susanna avec extase. Tu ne ferais plus ton honteux métier, tu ne volerais plus, et nous quitterions l'Angleterre. Où irions-nous? En France. Nous nous marierions, et je tâcherais de vivre honnêtement. Susanna pressa Bulleton dans ses bras. Tu ferais cela? Dit-elle. Oui. Elle soupira. Mais hélas, fit-elle, nous n'aurons jamais 1000 livres. Qui sait? Et comme elle attendait qu'il s'expliquât, cet enfant, poursuivit-il, pourrait nous rendre un grand service. Oh! Bulleton! Bulleton! Mon bien-aimé, dit Susanna d'un ton de reproche, pourquoi veux-tu faire de ce malheureux enfant un voleur? N'as-tu pas vu comme il était beau, comme il ressemblait à un petit ange? Ne frissonnes-tu donc pas en pensant que nous pourrions envoyer au moulin, cette innocente créature? Le bandit eut un rire moqueur. Tu es vraiment émouvante, ma chère, quand tu parles ainsi. Cependant, je ne veux pas te faire de peine, ma Susanna, et je te promets que je ne m'opposerai pas à ce que tu le ramènes à sa mère. Mais quand il nous aura rendu le service dont j'ai besoin. Quel est donc ce service? Demanda Susanna. Écoute-moi bien. Et Bulleton baissa la voix plus encore. Je nourris une affaire depuis longtemps, dit-il, une affaire superbe. Ah! Je n'en ai parlé à aucun des camarades, car il faudrait partager, et ce n'est pas 1000 livres, c'est 2000, peut-être 3 ou 4 que nous aurions. 4000 livres, murmura Susanna. Et à qui donc veux-tu voler ça? À un homme qui a volé tout le monde, les pauvres et les riches, dont le nom est exécré dans Londres, et qui, lorsqu'il passe dans une rue, est poursuivi par les malédictions du peuple. Quel est donc cet homme? On l'appelle Thomas Elgin. L'usurier? Justement. Et c'est cet homme que tu veux voler toi? Mon plan est fait. J'ai l'empreinte de toutes les serrures, depuis celle de la grille de son petit jardin sur le square jusqu'à celle de son bureau où est sa caisse. Ayant les empreintes, j'ai fabriqué les clés. Mais où demeure-t-il, ce Thomas Elgin? Dans Kilburn Square, tout auprès de la station de Western Railway, il vit seul et n'a même pas de servante. Il prend ses repas dans un boarding de la cité, et ne rentre chez lui que le soir assez tard. Mais, dit Susanna, il n'a probablement jamais d'argent chez lui. Dans la semaine, jamais. Il a tout son argent à la banque. Mais Thomas Elgin n'est pas homme à perdre un jour par semaine, et il estime qu'on doit travailler le dimanche aussi bien que les autres jours. Ah, fit Susanna. Il y a des gens qui ont besoin d'argent le dimanche tout aussi bien que dans la semaine, et c'est même ce jour-là qu'il fait les meilleures affaires. Donc, continua Bulleton, le samedi, Thomas Elgin passe à la banque et y prend quelquefois 1000, quelquefois 2 et même 4000 livres en or et en bannotes, et il les emporte chez lui. Ah, fit Susanna. Il a une caisse chez lui, une caisse qui est un chef-d'œuvre que personne que moi ne saurait forcer. Mais j'ai trouvé le secret, moi. Comment? Avant d'être voleur, j'ai tenu une boutique, poursuivit Bulleton.
Nous ne nous connaissions pas alors, ma Susanna, et j'avais une femme légitime. C'est Thomas Elgin qui m'a ruinée, et ma femme en est morte de chagrin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.